au bout de 4-5 jours. Donc ça a été très difficile. Alors, comment doit-il procéder? Eh bien, il procède toujours effectivement en demandant l'avis des collègues, collégial. Voilà. Donc, on va aller plus vite sur les cas de vous êtes inconscient sur l'autre côté, parce qu'il y a moins de questions déjà. Alors, vous n'êtes plus conscient, vous ne pouvez plus vous exprimer. Donc, moi, je vous conseille. Au cas, c'est ce qu'on ne sait jamais, on peut sortir d'ici, avoir un accident et se retrouver inconscient, même jeune. Hein. Malheureusement, c'est arrivé, en l'air, beaucoup de gens. Donc, on écrit ces directives. Déjà, vous assurez que vous avez écrit des directives anticipées, que vous avez nommé une personne de confiance, que vous avez clairement écrit vos choix. Voyez-vous, clairement écrit vos choix. Donc, refus, acceptation des traitements, etc. Déjà, vous vous mettez dans une... ça ne veut pas dire que ça sera parfait pour vous, hein, c'est le moment venu. Mais en tout cas, vous prenez une assurance un petit peu... absolument écrit. Ah oui. Je veux pas dire... Ah oui, il faut que ça soit... Alors, Nicole, sur ce point-là, la loi de Leonetti, c'est une personne de confiance, je crois. Oui. Et dans les papiers de la DND, en dossier... On en met 3. On en met 3. Oui, ça c'est par sécurité. Parce que si votre personne de confiance est absente, non, si elle meurt avant vous, vous refaites vos directives. Ça c'est clair. Par contre, si elle est en vacances à l'autre bout du monde, quand il vous arrive quelque chose, il faut qu'il y ait une deuxième personne de confiance. Nous, on conseille toujours 2 personnes de confiance. Il y en a qui n'en ont qu'une. C'est pas facile à trouver une personne de confiance. Oui, c'est clair. Faire ça. Oui, monsieur. Oui, puis c'est aussi, on a 3 fois la même chose. C'est une assurance aussi, le fait d'avoir 3 fois le même écrit. Aussi, Oui. Pour être sûr que les... Exactement, oui, puisque vous donnez une photocopie à tout le monde. Tous vos médecins et tout. Quelle est la mission de la personne de confiance? Alors, la personne de confiance va vous représenter si vous êtes dans un état d'inconscience. Donc, c'est-à-dire que vous avez donné à votre personne de confiance vos directives anticipées. Vous êtes dans un état d'inconscience. Elle sera là pour parler à votre place. Et pour insister auprès de vos médecins, pour que, par exemple, si vous avez souhaité l'arrêt du traitement, que vous avez bien précisé ce que vous vouliez, on ne va pas vous brancher de tous les côtés, hein, si vous êtes contre. Voilà. Donc, elle est là pour vous représenter, éventuellement pour se battre aussi avec les médecins. C'est quand même malheureux. Pour vraiment, des fois, se battre avec les médecins. Alors, le médecin est-il obligé, dans la loi Leonetti toujours, de prendre connaissance de vos directives anticipées? Et y a-t-il des sanctions prévues en cas de non-respect? Voilà, d'accord, on l'a déjà dit. Alors, on l'a déjà dit. Effectivement, la loi Leonetti dit que le médecin doit prendre connaissance de vos directives anticipées et il doit rencontrer la personne de confiance et tenir compte autant que possible. Je dis la loi, autant que possible. Alors pour moi, c'est pas assez définitif. C'est une obligation morale seulement. Parce que aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect. Le médecin est libre, alors c'est le médecin est libre de décider de votre fin de vie. Et s'il a des convictions religieuses, il le met compte. Il faut changer de médecin, mais alors, c'est ce qu'on conseille quand on est à la DMD, lors de nos réunions mensuelles, souvent le sujet est abordé, et donc on incite tout le monde à tester les médecins, comme je l'ai fait. Mon médecin qui a pris sa retraite, vous savez quelle était sa position. Bon, le petit jeune qui le remplace, je lui ai carrément mis, j'ai dit, moi je continue avec vous, vous allez très bien, sauf si vous me dites qu'en cas de fin de vie, vous ne pourrez pas m'aider. Donc voilà, il faut tester les médecins, ils vous répondent, franchement il y en a qui vous répondront tout de suite, il y en a qui vous diront, mais il y a des gens qui sont avec des médecins qui vont plus longtemps et qui aiment bien, et puis arrive la fin de vie et bon, le médecin il dit non, pas question. Alors ceci dit, même des médecins qui vous disent, je suis prêt à vous aider, si c'est pas le moment extrême où vraiment il n'y a plus rien à espérer, c'est le diagnostic est fatal. Si c'est pas tout à fait fatal, ils vont poursuivre, même pour les grands dégâts. Oui. Est-ce que la personne de confiance peut changer de médecin? Oui, la personne de confiance peut faire changer de médecin. Elle peut effectivement demander à consulter quelqu'un d'autre. Mais c'est pas toujours facile dans les hôpitaux. Oui. Alors, c'est vrai qu'on s'est aperçu aussi que souvent c'est dans les hôpitaux que c'est difficile
dit hein, que c'est souvent dans les hôpitaux qu'il y a les plus mauvaises morts. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous avez un médecin compréhensif, si vous êtes âgé, il vaut mieux rentrer chez soi avec peut-être un peu de possibilité d'aide, mais bon, ça dépend dans l'état où l'on est aussi, oui. Est-ce que c'est le médecin que l'on a choisi et qui est notre médecin personnel, ou c'est le médecin auquel on est confié à l'hôpital? Pardon? Est-ce que c'est le médecin que l'on a choisi? Moi j'ai confiance Oui, votre médecin absolue dans mon référent, médecin. oui. Je sais qu'il fera ce qu'il faut. Ouais. Ou est-ce que c'est le médecin auquel je serai confié à l'hôpital? Alors, ben oui, le médecin que vous aurez à l'hôpital, de toute façon, vous ne le connaîtrez pas à l'avance. Hein. Donc, moi j'ai... le droit de décider... cette amie, elle a pris son médecin comme personne de confiance numéro 1. Aussi, parce que le médecin, il est au cours de ces idées-là. Donc, lui, il est allé en gériatrie intervenir auprès des gens, etc. Mais bon, ça se fait pas toujours. C'est vrai qu'à l'hôpital, on a beaucoup plus de mal à maîtriser son indépendance, son autonomie. Alors, qui prendra la décision? Alors, oui, quelle est la vie prioritaire entre votre personne de confiance et les autres membres de votre famille? La personne de confiance. Ben, c'est bien, vous avez tout compris. Et oui, parce que la famille est rarement unie. Hein? Dans les enfants Jospin, la mère avait décidé de partir. Alors elle avait trouvé des moyens pour partir. On ne sait pas lesquels. Elle était ancienne infirmière, elle devait avoir accès à des médicaments. Bon. Moi, j'aurais bien aimé, dans le livre de sa fille, qui est à la DMD aussi, à Noël Châtelet, qui a écrit, qui était d'ailleurs le 24 mars à Paris avec nous, j'aurais bien aimé trouver comment elle a fait. Bon, elle le dit pas, ça. Hein. Mais c'est vrai que Lionel était contre. Donc, les enfants n'étaient pas d'accord. Donc ça, c'est difficile. Hein. Il était contre. Ouais, plus ou moins. Mais est-ce que c'était sa maman? Eh ben oui. Eh oui. Donc les enfants, c'est difficile parce qu'il y a de l'affectif. Moi, c'est clair, hein, j'ai abordé une fois la question avec mon fils, je ne l'aborderai jamais. Voilà. Mais c'est un tort parce que vous pouvez aussi Non, mais arriver tous les tout. à la travailler au En corps. plus, chacun est différent. Ben oui, c'est vrai que souvent ce sont les jeunes. Ben, c'est réciproque. On a eu des conversations là-dessus. Alors, c'est vrai qu'à la DMD, l'âge moyen de la DMD diminue chaque année parce que maintenant on a de plus en plus de jeunes. Et on a donc une commission de jeunes qui est très très active, qui a utilisé pas mal de moyens modernes, de moyens technologiques modernes que nous on n'avait pas jusqu'à présent, tels que Facebook, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ces gens-là, ils sont très très actifs, ils sont tout jeunes, vous les entendriez parler. On a eu Christophe Michel qui est le responsable de la commission des jeunes, un discours enflammé, mais alors il y croit et tout, donc ce sont des combattants, et ce sont des gens qui ne sont pas forcément malades eux-mêmes, mais qui ont réfléchi. Et ils arrivent à convaincre beaucoup de leurs camarades, parce qu'ils disent « Ah, ben oui, tiens, au fait, j'avais réfléchi à ça, c'est pas impossible, ce que vous avez besoin. » Donc il y a des tracts jeunes pour en prendre un pour votre fils, là. Bon, alors donc, qui prendra la décision de votre fin de vie? Alors la décision sur votre fin de vie, c'est s'acharner pour empêcher la mort, même dans un coma terminal, ce qu'on appelle la vie à tout prix. Hein? Laisser venir la mort sans rien faire, mettre fin aux souffrances, soit passivement par sédation terminale, soit par une aide active à mourir. Alors, qui c'est qui prend la décision? Qui prend la décision? Là, c'est le médecin aujourd'hui. Dans la loi Leonetti, malheureusement, c'est le médecin. Même si vous avez des directives anticipées qui disent que vous ne voulez pas d'acharnement, que vous ne voulez pas qu'on vous mette sous respirateur, eh bien, c'est toujours le médecin qui va décider. Donc, comme vous commencez à le comprendre, la loi Leonetti a donné plein pouvoir au médecin. Et le patient n'est jamais au centre du système. Et voilà. Et si c'est le sien, à qui on a fait confiance toute sa vie, oui, mais si ça tu va, as... mais si on tombe sur voilà, quelqu'un si vous êtes à qui ne connaît ni d'elle ni d'Adam, et qui a des convictions en plus, soit religieuses, soit philosophiques, avec lequel on n'adhère pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est Jean-Louis, hein, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, dans les unités de soins palliatifs, souvent, tu as des gens qui ont des convictions religieuses très poussées. Limoges, il y en a deux. C'est pas la peine de discuter avec eux. Hein.